Aujourd'hui, dans toute une histoire, l'histoire de Marc. Il s'endort tôt mais se réveille 4 heures plus tard et là, plus moyen de se rendormir. Là, vous voyez, je commence à lire ma biographie de Mozart et ça va durer, je sais pas, à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Après, je vais passer peut-être sur l'ordinateur à travailler un peu. Et ensuite, je vais relire un policier un peu plus léger. Et ça va durer, grosso modo, entre 2, 3 et 4 heures. Et aussi l'histoire de Laetitia, somnambule. Ses nuits sont plutôt mouvementées. Elle s'est mise à genoux sur le bord de la fenêtre, puis elle a sauté, moi je suis arrivé, j'ai pas pu la rattraper, elle est tombée dans un buisson, puis le plus bas, elle dormait encore. Ou encore l'histoire de Dominique, qui a de plus en plus de mal à supporter les ronflements de son mari. Claude, tu ronfles. C'est pas vrai. Tiens Claude, j'ai un truc à te faire écouter. Tu écoutes? Ah ouais? Tu m'as dit, tu hallucines, je ne ronfle pas. Bonjour à tous, bienvenue, c'est le plateau Toute une histoire. Merci pour nos invités. On va parler de sommeil aujourd'hui. Nous passons un tiers de notre vie à dormir. Quand on y pense, ça fait quand même beaucoup. Alors, lorsqu'on est en couple, si l'un des deux ronfle, pousse des cris ou se retourne une centaine de fois dans le lit en tirant la couette à lui, les nuits peuvent être sacrément perturbées pour celui qui dort sagement à côté quand elle ne vire pas carrément au cauchemar. D'où la question qu'on se pose aujourd'hui. Les troubles du sommeil peuvent-ils nuire à la vie de couple? Selon un récent rapport du ministère de la Santé, 2,5 millions de Français se plaignent de mal dormir et 10% d'entre nous, prennent des médicaments. Nos invités d'aujourd'hui ont accepté de nous faire partager leur nuit pour essayer de mieux comprendre les nôtres. Je vous demande de les accueillir et de les réveiller si vous aurez. Bonjour à tous, Claude et Dominique, bienvenue parmi nous. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Bien. Bien. Ouais, bien dormi. Alors qui s'appelle Claude, qui s'appelle Dominique? Parce que vous avez les deux prénoms, les deux seuls prénoms de la langue française Dominique. qui sont tout à fait interchangeables, en l'occurrence. Qui ronfle alors? À votre avis? Ah, ça arrive que ce soit les femmes, hein? Absolument. Ouais. Ça m'arrive, hein, très Ouais. rarement, mais ça m'arrive. Alors lui, visiblement, c'est... C'est pas mal. Ouais. C'est un sujet un peu tabou dans votre couple, j'ai l'impression, sauf la nuit, où c'est un sujet qui prend de la place. Oui, énormément de place. On fait ménage à 3. Avec le ronflement? Et comment vous vivez avec ce troisième personnage? Pas très bien. Alors, ce qui est un peu injuste, c'est que vous lui reprochez quelque chose qu'il ne peut pas contrôler. Oui, mais il faudrait que je m'excuse de ne pas pouvoir dormir la nuit. C'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Quel est votre point de vue? Je comprends tout à fait son point de vue. Je me mets à sa place que si j'étais à côté de quelqu'un qui ronfle, je partirais, quoi. C'est pas possible. Vous avez peur pour l'avenir de votre histoire d'amour? Non. Non, mais Ça fait 12 ans. Ouais. Ouais. Hein, on module. Non, ça fait 12 ans qu'on est ensemble, mais ça fait pas 12 ans que je ronfle. C'est combien de temps? Je dirais 7-8 ans à peu près. Allez, 8-9 ans. Parce que je me suis déjà fait opérer, mais bon, ça a repris, quoi. Donc on mise beaucoup sur la médecine qui est représentée aujourd'hui sur notre plateau. Je présente Laetitia et John. Vous souffrez de somnambulisme? Oui. Je dirais pas comme ça. Non. Ça vous surprend vous-même parce que vous n'êtes pas consciente quand ça vous arrive en fait? Non, je suis pas consciente. Je sais pas ce que je fais, quoi. C'est dangereux de se réveiller, de la réveiller pendant qu'elle est en crise? Oui, il faut y aller doucement, sinon ça leur donne des palpitations. Ah, vous prenez des sacrées précautions pendant la nuit, hein? Ouais. C'est pas la camisole, mais c'est pas loin? Oui, je m'attache. Vous vous attachez? Oui. Comment vous faites? J'ai une ceinture autour de la taille, une ceinture, un vêtement, quoi. Et j'ai 2 écharpes coincées sous le lit. Et j'accroche l'écharpe à la ceinture. C'est-à-dire que si vous êtes tenté de vous lever... Voilà, ça me ramène au lit. Enfin... Vous pouvez mettre un élastique. Pardon. Ça lui évite d'aller loin. Voilà, d'aller plus loin. Elle est déjà passée par la fenêtre, alors bon. Mais c'est ça fait peur. Hein. On en rigole, mais... Et parfois, vous avez peur pour votre femme? Ben oui. Depuis cette fois-là, ouais. Ou elle est passée par la fenêtre? Oui. Maëlys est également notre invitée. Bonjour Maëlys. Bonjour. Vous êtes atteinte de narcolepsie, ça signifie que vous pouvez vous endormir n'importe où, n'importe quand? C'est à peu près ça, oui. Ça peut vous arriver ici ou c'est dans certaines circonstances? Ça peut m'arriver si je suis vraiment fatiguée ou si j'ai un coup de barre. Vous sentez comment là aujourd'hui? J'ai l'impression que vous avez Non, les yeux. non, je me sens bien. Je me sens bien, ça va. Ça fatigue de ne pas suffisamment dormir? Au bout du compte? Vous, ça vous fatigue pas? Pas du tout. Comment vous dormez? Comment ça se découpe vos nuits? De 4 heures. De suite? Oui, pratiquement, oui. Oui, à peu près, oui. Entre quelle heure et quelle heure? 22h et 2h du matin. Et après, la vie commence? Et après, la vie commence. Qu'est-ce que vous faites entre 2h et 7h du matin? Je lis, j'écoute de la musique, je travaille, enfin, c'est parti. Donc vous avez accepté ça avec philosophie. Ah oui, oui, tout à fait. Oui. Ça vous est arrivé à quel âge?
Vers 22, 23 ans. Ah oui. Vous avez quel âge aujourd'hui? 50. Ah, vous n'avez pas l'air spécialement fatigué. Ouais, en justement. tout cas. Alors pour nous rendre compte de l'étendue des dégâts, des problèmes de sommeil qu'on rencontre dans ce pays, qui sont de plus en plus fréquents, on a fait une petite enquête. Est-ce que c'est lié au stress, à des causes psychologiques? Est-ce que à des causes peut-être plutôt pathologiques? On ne sait pas très bien où on en est aujourd'hui. Pourquoi certains dorment beaucoup? Pourquoi d'autres dorment moins? Pourquoi certains s'endorment n'importe où? Une enquête. Nous consacrons plus d'un tiers de notre vie à dormir. Pourtant, de plus en plus de Français souffrent de troubles du sommeil. Robert est insomniaque depuis plusieurs années. Il a donc décidé de consulter les spécialistes du centre de sommeil de Montpellier pour connaître l'origine de ces troubles. J'ai pas de soucis d'endormissement, mais je me réveille beaucoup trop tôt et j'ai du mal à me réendormir. Donc là, on va refaire le point un petit peu sur votre insomnie, voir un petit peu la difficulté d'endormissement, si vous réveillez plusieurs fois, longtemps. Donc faites comme à la maison, essayez de dormir le mieux possible. Alors il y a beaucoup de troubles du sommeil. Il y a l'insomnie, qui est la pathologie la plus fréquente. On dit 20% de la population française. Après, il y a les hypersomnies. C'est des gens qui vont donc trop dormir, soit la nuit, mais surtout le jour. Un autre trouble, c'est les parasomnies. Par exemple, le somnambulisme, les cauchemars, terreur nocturne. Et le dernier grand trouble, c'est les gens qui vont s'endormir soit très très tard et se réveiller tard, soit s'endormir très tôt et se réveiller tôt. Ils sont décalés par rapport aux horaires conventionnels. Dans ce service, tous les troubles sont étudiés à la loupe. Objectif, en déterminer la cause afin de pouvoir les traiter. Ici, les patients viennent pour dormir. Bonne nuit. Bonne nuit, merci. Pendant que les électrodes enregistrent l'activité du cerveau, une caméra infrarouge filme le patient durant son sommeil pour détecter d'éventuelles crises de somnambulisme. Donc là, on voit donc les mouvements oculaires du sujet qui sont lents. Le sujet commence à s'endormir doucement. Là, il y a une activité musculaire qui est le capteur au niveau du muscle du menton. Et là, vous avez l'électroencéphalogramme qui permet de voir dans quel stade de sommeil le sujet se trouvait. Là, il a l'air de s'être bien endormi. La respiration est lente, ample, comme on peut le voir là, sous les draps. Il déglutit un petit peu, donc c'est évidemment pas du sommeil lent profond. Il vient de s'endormir là, doucement. Il n'y a pas de mouvement de paupières. Il dort. Si l'insomnie est la pathologie la plus fréquente en France, beaucoup souffrent aussi d'hypersomnie et ont tendance à trop dormir, surtout la journée. C'est le cas d'Hervé, narcoleptique depuis 5 ans. On voit aujourd'hui dans le cadre du suivi. Comment ça va? Sur la somnolence notamment? Je peux avoir un coup de barre comme ça dans le camion, m'endormir dans le camion. Même quand je suis debout ou en train de parler, je me sens tout le temps fatigué. C'est la maladie la plus sévère de la somnolence qui existe chez l'homme. Des endormissements 3, 4, 5 fois par jour qui durent 10, 15, 20 minutes. Le sujet ne peut pas lutter contre et se réveille en pleine forme. Au début, bon, je ne pensais pas que c'était quelque chose d'handicapant. Mais bon, c'est vraiment une maladie qui me crée beaucoup de problèmes. Tout aussi handicapantes, les terreurs nocturnes. Cris, hurlements, certains patients ont des nuits très agitées. Donc vous venez chez nous parce que vous parlez pendant votre sommeil. Voilà, je hurle même. Vous hurlez. C'est ce qu'on me dit, moi j'entends pas. Alors, c'est plutôt fin de nuit ou début de nuit? Qu'est-ce que votre... Non, toute la nuit, en début, en fin de nuit. Dès le début de l'endormissement? Oui. Vous bougez aussi Oui, je bouge. En même temps que vous parlez, vous êtes... Oui, des fois le matin, je retourne les couvertures, les draps par terre. D'accord. Et vous donnez des coups de pied à votre conjointe ou autre la nuit? C'est pour ça qu'elle est partie. D'accord, quand même. Non, je plaisante, mais il y a un peu de ça peut-être. Il y a un peu de ça quand même. Il parle, il bouge, ça évolue depuis l'enfance, même si ça se réactive depuis peu. Et donc c'est ce qu'on appelle des parasomnies, comme les plus connus, le somnambulisme ou autre. Donc des équivalents mineurs un petit peu de somnambulisme. Quand je rencontre des copines, bon, 2-3 jours ça va, une semaine ça passe et 15 jours elles en ont ras-le-bol. Elles veulent plus dormir avec moi. Mais comment vous réagissez? On ne se rend pas bien compte. On parle de terreur nocturne? Oui, je hurle la nuit, je parle, des trucs comme ça. Ça vous réveille? Et je bouge aussi, beaucoup. Ça vous réveille? Des fois, si je parle trop fort, oui. Quand vous criez, ça vous réveille aussi? Pas toujours, mais de temps en temps, oui. Ce sont des cris qui ressemblent à quoi? Mais il paraît que c'est très fort, hein. Et ça correspond à quoi? Ça correspond à des cauchemars? Bah oui, ou à ce que j'ai fait dans la journée, ou... Ouais. Mais ce sont des nuits reposantes quand même? Bah non, le matin, je suis fatigué. Ah oui, en plus. Ça vous repose pas vraiment, quoi. Voilà. Vous êtes atteint de terreur nocturne depuis 20 ans maintenant? À peu près, oui, je crois, oui. À l'époque, votre épouse vous avait dit d'aller consulter, vous ne l'avez pas fait, pourquoi? Bah,
je trouvais que c'était pas, enfin, que c'était normal, enfin pas normal, mais... Pas grave? Pas grave. Qu'est-ce qui vous a alerté sur le fait que ce soit peut-être plus grave que ça? Ben, c'est que chaque fois que je vais chez des amis ou que je couche chez quelqu'un, bon, ben, le matin, ils me disent « Dis donc, qu'est-ce que t'as hurlé cette nuit ?» Ça fait que des fois, j'ose plus aller chez les gens, je préfère rester à la maison. Quelle est la fréquence de vos troubles? C'est régulièrement? Toutes les nuits. Ouais. Toutes les nuits? Toutes les nuits. On vous a dit aussi que vous faisiez des apnées du sommeil. Voilà. Ça vous a inquiété? Ben, oui, parce que je croyais pas que c'était lié tout ça, enfin, les apnées du sommeil et tout. Il paraît que je suis près des records, on m'a dit. D'ailleurs, je suis sur assistance respiratoire maintenant. La nuit? Oui. C'est-à-dire que vous dormez comment? Ben, je dors avec un masque sur le nez qui est de l'air qui est envoyé en permanence. Ah, c'est compliqué quand même, hein? Oui. Mais ça fait 10 jours que je l'ai et j'en ai parlé un peu autour de moi et je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont. Il y en a un qui m'a dit, ah ben moi aussi, ça fait déjà 2-3 ans, un autre, ça fait 10 ans. Alors, on vous a rencontré au CHU de Montpellier, là où on fait beaucoup d'études très poussées juste sur le sommeil des patients. J'ai envie de demander à Patrick Lévy. Bonjour Patrick. Bonjour. Est-ce que c'est lié à des angoisses psychologiques, ces terreurs nocturnes? Est-ce qu'on sait d'où ça vient? En fait, oui, chez les gens jeunes, c'est souvent comme ça. Après, on sait aujourd'hui que ce n'est pas forcément le cas. Il y a parfois effectivement des facteurs psychologiques favorisants, mais ce n'est pas toujours le cas. Et en fait, on ne sait pas très bien pourquoi. Chez ce monsieur, c'est en plus un peu compliqué parce qu'il y a plusieurs pathologies intriquées. Et on peut espérer finalement que le traitement des apnées par la pression positive, ce qu'il a expliqué, puisse améliorer les choses. C'est un peu tôt maintenant peut-être pour le dire. La pression positive, c'est cet air qui rentre? C'est ce masque, oui, absolument. Qui empêche en fait le pharynx de se fermer, qui prévient les apnées. On arrive à dormir avec ce truc-là? Bah écoutez, il y a 200 000 personnes qui font ça en France. Et en fait, on arrive à dormir avec ça parce qu'on a un bénéfice clinique. C'est-à-dire on a une amélioration, notamment une disparition de la somnolence. En fait. Ah oui, pendant le reste de la journée, on est plus réveillé, voilà, on a plus de profite mieux du sommeil. plus de dynamisme. Ouais. On ne le sait pas forcément si on fait les apnées du sommeil. Qu'est-ce que vous engagez à venir consulter pour savoir on a fait toute une série d'actions, et il y en aura de plus en plus en fait, autour de quels sont justement les signes d'alerte. Et les signes d'alerte sont simples, c'est le ronflement, la fatigue le matin, la somnolence, les troubles de concentration, d'attention. Voilà, c'est les principaux signes. Donc quand on ronfle... On a l'impression qu'on a tous ça, non? Non, je pense pas. Vous n'avez pas l'air. Hein. Ah bon non, je pense que en fait, vraiment, le fait de la fatigue et de la somnolence, c'est très particulier. Si vous avez à lutter toute la journée, alors vous avez bien dormi la veille contre la somnolence, vous le savez, vous savez que c'est un handicap, et en général, ça amène à consulter. Les terreurs nocturnes chez une jeune femme comme Laetitia, vous avez bâillé? Non. Vous savez d'où elles viennent? Non. Vous n'avez pas l'impression d'avoir subi un traumatisme en particulier? Non, pas tellement. Pas à votre connaissance en tout cas, non? Non. Souvent vous dites qu'il y a des origines psychologiques quand même. Oui, en fouillant avec les patients, en posant des questions. Oui, on trouve Quel souvent, genre de trouble peut déclencher ça? On trouve souvent quand même un fond d'anxiété, ça c'est vrai. Et c'est intéressant parce que si ce fond d'anxiété existe, on a intérêt à le traiter, voir ce qui va se passer. Ce qui est assez particulier dans le somnambulisme... Donc traiter la cause dans ce cas-là. Voilà, traiter la cause. Le somnambulisme, en fait, ce qui est un peu compliqué, c'est que souvent ça existe chez l'enfant avec une fréquence qui est assez grande et ça va disparaître. Et parfois, ça persiste ou même ça apparaît finalement à l'âge adulte. Et ça, on n'a pas vraiment d'explication rationnelle pour ça. Vous souffrez donc de terreur nocturne. Comment résonne en vous le témoignage de Bernard, Laetitia? Enfin, moi, c'est pas tout à fait quand même pareil, puisque moi, je me lève. Je crie, mais je me lève après, quoi. Mais qu'est-ce que vous faites la nuit quand vous vous levez? Ben, là, bon, il n'y a pas trop longtemps, je me suis détachée et je suis allée à la cuisine chercher des que j'ai ramenés à la chambre. Et le lendemain matin, j'avais... Voilà, bon. Qu'est-ce que vous dites dans ces cas-là? Ben, que je ne dis rien, hein. De toute façon, je sais ce que j'ai, hein, donc bon. Ce jour où vous vous êtes mise en danger, vous en avez quel souvenir? Aucun. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Peut-être que je dois vous poser la question à vous. Plutôt parce que moi, je n'ai pas de souvenir. On était partis en vacances dans l'Aveyron, dans un gîte d'accueil, fait une chambre d'hôte. Et puis dans la nuit, bon, c'était en plein été. Il y avait une fenêtre d'ailleurs avec une espagnolette qui était très dure. Donc dans la nuit, sérénade, donc elle pousse un cri vachement strident, très, très aigu, surtout au réveil, là ça fait bizarre. Ouais, pour vous ça doit secouer. Ouais, ça se passe toujours entre minuit et 2 heures du matin, enfin. Puis elle se met à hurler, et donc comme là, c'est pas chez vous, vous savez pas où il y a la lumière, ni rien, donc le temps de chercher la lumière, elle se lève et puis à courir dans tous les sens. Donc bon, j'ai essayé de la rattraper, j'y suis pas arrivé. Puis d'un coup, elle a ouvert la fenêtre comme qui rigole, et boum. Elle est passée par la fenêtre. Aussi difficile que ça, on dit qu'on a une force incroyable quand on est en crise de somnambulisme. Et vous l'avez vu, vous n'avez pas pu la retenir? Elle m'est passée à ça, quoi. C'était des murs assez larges, donc elle s'est mise à genoux sur le bord de la fenêtre. Et puis elle a sauté, moi je suis arrivé, et là, son pied m'est passé à 40 cm de la main. Je n'ai pas pu la rattraper, elle est tombée dans un buisson, puis le plus bas,
C'est combien de mètres? Bien 3 mètres. Hein. Un bon étage, quoi. Ah oui, oui, oui. Puis là, ça fait une peur monstrueuse. On se dit, ça y est, je la perds. Puis elle m'appelait. Donc ça a été un petit soulagement. Je me suis dit, bon, elle n'est pas morte. Mais bon, c'est un film. Hein. On se dit, qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas possible. Donc vite, je descends. Je vais derrière la chercher. Elle était sortie toute seule du buisson. Elle est arrivée en pleurs. Je l'ai remontée. Elle ne s'en rappelle même pas. Elle dormait encore. C'est fou quand même. Hein. Elle s'est réveillée que sur le lit, pleine de bleus, de contusions, en larmes, en fait. Elle se rappelle de rien. Qu'est-ce que vous avez dit le lendemain matin? Je me suis dit que j'étais folle. Hein. Enfin, que vraiment... Qu'il y avait un danger en tout cas. Ouais, folle, y avait mais enfin, quand on tape à l'hôpital, on m'a dit que vous êtes défenestré, ça m'a fait une drôle d'impression quand même. Ça vous est déjà arrivé? Vous avez déjà vu des cas similaires? Oui, enfin, ce qui est quand même extraordinaire dans cette maladie, et qui est bien décrit là, c'est la complexité des actes qui sont réalisés pendant le sommeil. Parce qu'il faut bien se rappeler que les gens dorment, en fait, ce qu'il raconte très très bien. Oui, ça réussir à se détacher, voilà, ouvrir une fenêtre qui est dure à ouvrir. Les gens font la cuisine, font des tas de choses extrêmement compliquées. Ils parlent parfois, ils ont aussi parfois ils expriment des langues qu'ils ne connaissent pas. Enfin, il y a des tas de choses qui sont très très curieuses qu'on ne comprend pas vraiment. Et c'est vraiment très exemplaire de ce qui se passe. Et effectivement, le gros problème, en fait, c'est la mise en danger. Et donc, c'est ce qu'on essaye d'éviter. Et là, quand même, avec des moyens un peu extrêmes, s'attacher pour dormir, c'est quand même assez exceptionnel. Ben, depuis cette fois-là, quand on voit ce qui peut arriver une fois, bon... Vous habitez à quel étage? Là, au second. Et en bas, il n'y a pas de buisson, donc... ça va. Il faudra peut-être murer la fenêtre. Non, mais j'imagine vous posez toutes les questions. de 120, on va essayer. C'est amusant. Il y a 3 ans, John vous a poussé à voir un médecin. Je l'ai pas fait. Vous ne vouliez pas, vous? Pourquoi? Je sais pas. Peur qu'on vous dise folle, comme vous disiez tout à l'heure? Non, pas folle, mais je sais pas. Puis bon, après, il n'y a plus trop de crises et j'y suis pas allée. Puis bon, par contre, bien sûr, quand il m'est arrivé ça... Quand vous êtes tombé par la fenêtre? Ouais, là, j'y suis allée. Quand vous avez sauté par la fenêtre, en fait? Ouais, j'ai sauté, ouais. Donc vous êtes allé au CHU de Montpellier? Qu'est-ce qu'on vous a dit après avoir observé votre sommeil? J'ai fait 2 enregistrements, en fait. J'ai fait un premier enregistrement, on m'a dit que j'avais la maladie des jambes sans repos. Donc j'ai fait un traitement. Les jambes qui bougent, voilà, mais seulement en position allongée, en fait. Voilà. Et donc j'ai fait un traitement pendant 4 mois à peu près qui n'a rien donné. Enfin, je me levais toujours autant. Donc j'y suis retournée, j'ai refait encore un enregistrement et là j'ai mis une prothèse. Et j'ai enlevé la prothèse en dormant, donc forcément... vous êtes très active et très précise, en fait. Voilà, je remettais la prothèse dans la boîte, enfin, je faisais ça volontairement, mais inconsciemment, donc... Vous ne pourriez pas faire le ménage, la cuisine, chose utile, non? Lire un bouquin, enfin, je sais pas, non. Ce sont toujours des choses inutiles, en fait, que vous faites. Voilà. Donc après, là c'est vrai que j'avais un rendez-vous en décembre, j'y suis pas allée, parce que j'avais un peu marre, donc, et je vois un magnétiseur. Et c'est vrai que bon, j'ai l'impression que ça me fait un peu de bien, quoi. Que ça vous apaise? Que ça vous le constatez aussi? Oui, ça va. Mais bon... les crises sont moins fréquentes, c'est périodique. En principe, c'est toutes les 3 semaines. Et là, mercredi dernier, elle l'a fait. Elle se couche, c'était 10h30. À 11h, je passe dans le couloir, je la vois assise sur le lit. J'allume la lumière, j'ai dit « couche-toi, tu dors ». Elle m'a dit « mais je dors pas ». Et elle avait les yeux tout noirs, je voyais qu'elle ne me voyait pas. Puis bon, on dit qu'il ne faut pas les réveiller, mais à force, on perd patience. Il y a des fois où on a envie, quoi. Donc je la secoue, j'ai dit réveille-toi, tu dors. Elle me dit mais je dors pas. Et puis j'y mets des petites tapes sur la joue. Elle se met à pleurer, mais comme si elle était battue. Je savais qu'elle dormait. Elle était battue. Oui, en fait. Et puis à un moment donné, bon, j'ai mis une gifle, tant pis. Enfin, ne me faites pas passer pour... Non, bien sûr que non, pour la bonne cause. Mais ouais. Non, mais il arrive un moment où on craque. Et puis elle s'est mise à pleurer, mais tout ce qu'elle pouvait. Je m'en vais, j'ai dit, je suis sûr qu'elle dort. Enfin, à force, on la connaît. Je reviens 2 minutes après. Elle s'était réveillée en larmes. Et là, elle était réveillée, mais elle ne se rappelle même pas. Ça a duré 5 minutes, la scène. Lumière allumée et tout. Elle ne s'en rappelle pas. Et elle vous répondait pourtant. Oui, c'était cohérent ce qu'elle vous disait. Mais je le vois, elle a les yeux, elle a la pupille vachement dilatée. Ouais. Et puis, elle ne me voit pas, elle ne me regarde pas. C'est une drôle de tête, Laetitia. Hein. On va essayer d'apprendre des choses sur le sommeil, tant qu'à y être avec vous, Patrick. Alors, sur le somnambulisme, on dit que ça donne de la force. On dit que généralement, on retombe sur ses pieds, enfin qu'on sait ce qu'on fait. Mais alors là, il y a eu visiblement un incident. Et de toute façon, en tout état de cause, il ne faut pas réveiller ceux qui sont en crise. Parce qu'en fait, ils sont dans une phase de sommeil particulière qu'on appelle le sommeil lent profond. Le sommeil qui est vraiment le début de nuit.
Donc ça arrive souvent effectivement vers 11h, minuit, 1h du matin. Et c'est très difficile en fait de réveiller les gens. Et vous pouvez faire l'expérience, d'ailleurs, quand vous faites par exemple une sieste un peu trop longue dans la journée, vous avez cette espèce d'inertie du sommeil. Parce que finalement vous allez faire le début, le sommeil lent léger, puis ensuite cette phase de sommeil lent profond, et là, c'est difficile. En pleine nuit, en début de nuit, c'est exactement ce qui se passe. Donc les gens sont très désorientés, très mal, et on essaye effectivement de ne pas les réveiller pour cette raison. Pourquoi pour pas qu'ils se sentent mal? Oui, et puis surtout, il y a une espèce cette inertie du sommeil est assez anxiogène, en fait, aussi parce qu'on n'a pas la perception de ce qu'on a fait, et donc c'est assez désagréable, en fait. Ce jour où vous êtes réveillé, où vous êtes rendormi ensuite, vous avez pu bien vous rendormir? Moi, j'ai l'impression, quand je me lève, d'avoir passé une super nuit. Puis en fait, 1 heure après, je commence à bâiller, j'ai sommeil. Enfin, c'est la fatigue que, je sais pas, que j'ai... de l'accumuler, quoi. Voilà, que dans la nuit, j'ai pas pu récupérer, quoi. Vous voulez dire quelque chose, Jeanne? Non. D'accord. Comment vous envisagez l'avenir? Vous vous dites que ça va passer? Vous avez quel âge aujourd'hui? J'ai 23 ans. Ah, vous êtes jeune. J'espère que ça passera, un jour. Donc, on va voir. Alors Dominique, elle endure les ronflements de Claude, son mari. Ça fait combien de temps que ça dure? Ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Ça a commencé les débuts, quand on était ensemble. Mais bon, les débuts, c'est tout beau, tout rose. Vous avez été surprise au début? Oui. Et j'ai pas supporté dès le début. Parce que moi, les ronflements, c'est épidermique. Je ne supporte pas. Donc en pleine nuit, il vous arrive de partir pour faire chambre à part. On va le voir dans ce reportage. Malgré une première intervention qui vous a fait mal, visiblement, et qui n'a pas été très concluante, Claude serait donc prêt, par amour pour sa femme, si j'ai bien compris, à retenter l'expérience? Oui, enfin j'ai tout fait. Il y a 10 ans, j'ai fait l'opération du voile du palais, plus les amygdales. Donc très douloureux, mais bon, je l'ai fait quand même. Il y a à peu près 4-5 ans, j'ai fait l'appareil que le monsieur porte, là. Mais bon, je ne le supportais pas. Ça me réveillait. Et voilà, quand je faisais de l'apnée, ça réveillait madame. Quand la machine se déclenche? Ouais. Puis c'est vrai que c'est pas pratique pour dormir. Hein. Et j'ai essayé j'ai même aussi essayé la prothèse dentaire. Bon, ancien modèle, parce que maintenant, apparemment, il se fait des trucs mieux, mais bon, là non plus. Les gouttières, là? Voilà, ouais. Bon, c'est plus pratique que le fameux masque, mais c'est... Et puis, c'est envahissant quand même, tout ça. On va voir à quoi ressemblent vos nuits, puis vous allez nous parler des perspectives, parce qu'on est bien là aussi pour se tourner vers l'avenir. À l'heure où les autres couples s'endorment ensemble, chez Dominique et Claude, le rituel du coucher est un peu différent. Bon, allez, j'y vais là parce que. Ouais, bah écoute, moi je termine. Allez, bisous. Tu me laisses dormir, hein? Ouais. Je vais essayer. Pour Dominique, l'approche de la nuit est source d'appréhension. J'espère que je vais dormir parce que ça va pas être évident là. Si se met à ronfler. J'attends que Dominique s'endorme. Parce que si je monte en même temps qu'elle, il y a des chances que je ronfle tout de suite et puis qu'elle passe une mauvaise nuit. Donc je lui laisse une petite chance. Si je m'endors avant lui, je vais pouvoir dormir un petit peu. Sinon, je vais être obligé de me lever pour pouvoir dormir ailleurs. C'est très gênant de pas pouvoir dormir avec sa femme. Très gênant. 1 heure après, Dominique s'est endormi. Claude peut enfin se glisser doucement dans le lit conjugal. Très vite, les ronflements de Claude envahissent la chambre. Claude, tu ronfles. C'est pas vrai, c'est possible. Dominique, exaspéré par le niveau sonore des ronflements de son mari, finit par quitter la chambre. Il ronfle, je peux pas dormir. Je vais aller me coucher de l'autre côté parce que sinon demain matin je vais être naze. Y a rien à faire. On me laissera jamais dormir ce mec-là, c'est pas possible. Les ronflements de Claude minent la vie du couple. Lors d'un déjeuner avec son frère et sa belle-sœur, Dominique se livre sur ce sujet devenu tabou entre eux. Et qu'est-ce que t'as fait? Mais je dors pas. Et pourquoi tu dors pas? C'est-à-dire que je ne supporte pas qu'il ronfle.
Donc soit je prends dormir après. Soit je prends mon oreiller et je change de pièce. Annie et moi, on ronfle depuis 26 ans et moi, Non, je mais... ronfle, elle me réveille, je me retourne, je me rendors, elle ronfle, je la réveille, elle se retourne, elle se rendort, et ainsi de suite. Mais moi, je rigole quand je le vois ronfler. Mais tu vois, c'est au moment où je suis dans mon sommeil, le meilleur sommeil du monde. Oh là là. Et... Tac, il va me ronfler toute la nuit dans la tête et le matin, il se lève, tout gai comme ça. Il vient me faire un bisou et puis... Il se fait tout petit. Je pense que j'ai ronflé. Ouais, mais c'est il peut rien, lui. Sa volonté toi, aussi. tu peux rien, mais lui non plus. Toi, ça t'agace, ça t'énerve. Mais des fois, ça le fait rire. Ça le fait rire. Ça le fait sourire. Je pense pas que ça le fasse rire. Pour faire prendre conscience à Claude de ce qui lui fait endurer toutes les nuits, Dominique a enregistré ses ronflements. Ça te fait rire. Moi, j'arriverai pas à dormir. Hein. J'arriverai pas à dormir. Tu m'as dit, moi, je ronfle pas. Tu hallucines, je ne ronfle pas. Je pense que tous les gens qui ronflent ne s'entendent pas ronfler. C'est dramatique, je me mets à ta place et... Ça fait 12 ans, hein. Mais tu dois plus ronfler normalement. Ah ben, attends, on va faire le nécessaire. J'espère. Bon. Face à la détresse de sa femme, Claude se décide à consulter à nouveau un médecin spécialiste des ronflements. Malgré une opération du palais et le port d'un appareil respiratoire, il n'a jamais réussi à se débarrasser de ses ronflements et n'en connaît toujours pas l'origine. Voilà. Donc on sait que les deux causes aujourd'hui qui restent à vous provoquer le problème de ronflement sont à deux niveaux. Le nez bouché et le deuxième problème, une langue un peu grosse du fait d'une petite surcharge pondérale. La langue, si vous voulez, il y a le poids qui est une cause principale. Vous prenez 1 kilo, la langue prend 1 gramme. En plus des causes de son ronflement, le médecin détecte chez Claude un fort risque d'apnée du sommeil. Le risque de l'apnée du sommeil, c'est un risque de complications cardiaques. On a 8 fois plus d'infarctus, 4 fois plus d'hypertension, plus de problèmes sexuels, d'impotence sexuelle ou de libido. Et après plusieurs années de ronflement et d'apnée, on peut avoir aussi même des risques augmentés d'Alzheimer vers 70 ans. Donc si vous voulez, il est important de savoir que le fait de traiter les apnées, c'est aussi pour vous, ce n'est pas que pour votre femme. Bon, ben, je vais faire le nécessaire et puis il faut que je perde du poids pour ma santé et puis pour ma petite femme, je pense. Hein, pour les deux, quoi. C'est assez inquiétant, hein. Pas spécialement gros, quoi. Enfin, je veux dire... Mais il était comme vous, hein, au début, je l'ai connu. Hein. Non, j'ai quoi, 5-6 kilos à perdre? Ouais, c'est pas énorme, quoi. Je veux dire. Non, c'est pas énorme. 5-6 grammes pour la langue, c'est énorme. Quelles sont vos autres perspectives, alors? Ben, de toute façon, le docteur que j'ai vu m'a conseillé une gouttière. Il va me faire une opération du nez là, au laser. J'ai rendez-vous là dans 15 jours. Et puis avec un peu de perte de poids, je pense que ça devrait améliorer les choses, quoi. Ben, j'espère. Vous êtes inquiet pour votre santé? Oui, maintenant, d'après ce qu'il m'a dit, c'est vrai, oui. Bon, Alzheimer, ça me fait toujours un peu peur, mais... crise cardiaque aussi, peut-être, mais je vais faire attention, j'espère. On va faire attention. Et sur la libido? Ça va. Non, c'est le docteur qui en parlait. Hein. Oui, mais il peut se tromper. Hein. Oui, c'est ça. Non, mais puis en plus, c'est pas généralisé à tout le monde. Oui. Donc en plus de ces ronflements, vous souffrez donc d'apnée du sommeil. Ouais, c'est ça, les problèmes cardiaques qui peuvent être liés à ça. Je m'endors très facilement. Ouais. Il s'endort partout. Et vous dormez bien? Vous avez l'impression de bien dormir? J'ai l'impression de bien dormir. Je me réveille pas trop fatigué, mais vers les 10-11 heures le matin, je peux très bien avoir un coup de barre, dormir un petit quart d'heure, ou l'après-midi, mais bon, c'est au moins un petit peu tous les jours. Ça use le sommeil, ça abîme le sommeil de ronfler comme ça? En fait, oui, souvent chez le ronfleur, et en particulier chez l'apnéique, il y a pratiquement plus de sommeil lent profond. Donc on a un sommeil plus superficiel, très fragmenté. C'est pour ça dire que les gens sont somnolents, sont fatigués. Est-ce que ça a des conséquences au long cours? Bah oui, sur le cerveau, manifestement. Alzheimer, je ne suis pas tout à fait sûr que ça soit quand même bien démontré, ça. Mais par contre, effectivement, les conséquences cardiaques, l'hypertension, les accidents vasculaires cérébraux, ça oui. Vous direz dans un instant quelles sont les principales causes du ronflement, quand on peut les identifier et est-ce qu'on peut les éviter. Et puis on parlera d'autres symptômes, les jambes sans repos par exemple. Ça touche pas mal de gens et généralement on n'en est pas conscient véritablement. Après ce message de la rédaction de Toute une histoire qui vous concerne peut-être pour de nos prochaines émissions.
Mère et fille, votre relation est fusionnelle. Mère et fille, vous passez votre temps à vous disputer. Vous souffrez de l'indifférence de votre mère ou de votre fille. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement, dans toute une histoire, l'histoire de Martine. Mariée et divorcée à 4 reprises, elle cherche de nouveau son prince charmant, qu'elle entend bien épouser. Quand je suis amoureuse, je dirais que je deviens horriblement naïf, quoi. Je vois plus rien. Moi, mon homme, c'est un dieu, quoi. Non, mais c'est vrai. Au début, vous dites que vous avez été mariée 4 fois ou... Ah non. En général, on demande aux gens, est-ce que t'es divorcée? Je réponds oui. On ne demande pas combien de fois. Et aussi l'histoire de Caroline Barclay, la 8e femme d'Eddie. Elle avait 45 ans de moins que lui lorsqu'ils se sont mariés. Alors, quand on se marie avec une personne avec qui on a autant de différence d'âge, on se dit forcément qu'il y en a un qui va partir avant l'autre. Bah oui, mais encore une fois, il était tellement en forme que j'y pensais pas du tout, quoi. Il n'y avait pas une hygiène de vie de marathonien en plus, on peut pas... Non, mais une belle il a santé, attaqué quoi. le pastis assez tôt, mais ça avait l'air de réussir. Ouais. Ou encore l'histoire de Caroline et David, qui s'aiment tellement qu'ils vont se marier ensemble pour la 3e fois. On dit que ça dure un jour, c'est le plus beau jour de sa vie, moi j'ai envie d'en avoir plusieurs. Les principales causes du ronflement? Le ronflement, en fait, c'est une vibration. C'est-à-dire que finalement, le pharynx, la langue, le voile se mettent à vibrer. Alors, ils peuvent vibrer parce que c'est réduit dans ses dimensions, parce qu'il y a, par exemple, une grosse langue ou des grosses amygdales ou un voile qui est augmenté. Et puis, donc, du coup, effectivement, la surcharge de poids va jouer un rôle. L'alimentation, la boisson, la fumée. Oui, il ne faut jamais oublier qu'effectivement, si vous êtes un ronfleur ou même si vous n'êtes pas très ronfleur, si vous buvez un peu d'alcool le soir et que vous êtes un peu sensible, vous allez ronfler plus. Et puis après, il y a aussi quelque chose qui n'a pas été dit mais qui est important, qui est la position. Si vous remettez sur le dos, votre langue chute un peu en arrière, vous ronflez plus que si vous êtes sur le côté ou sur le ventre. Donc tout ça mis ensemble, on se rend compte qu'il y a quand même quelques moyens de faire quelque chose. La fumée, l'alimentation? Alors, l'alimentation, pas trop, sauf peut-être les choses épicées qui vont peut-être aggraver un peu les choses. La fumée, oui, parce que c'est un facteur d'inflammation des voies aériennes, donc ça va aggraver aussi. Oui. Le syndrome des jambes sans repos, on passe à tout à fait autre chose, mais c'est un trouble du sommeil qui existe également, que je ne connaissais pas avant de préparer cette émission. Alors en fait, le syndrome des jambes sans repos, c'est deux choses. C'est d'une part le fait que le soir ou la nuit, quand vous êtes immobile, soit couché, soit en position assise, vous n'avez pas d'autre solution que de bouger vos jambes, vous avez des sensations désagréables dans les jambes. Donc ça crée de l'insomnie, parce que les gens n'arrivent pas à s'endormir ou sont réveillés. Et puis l'autre chose, c'est que dans à peu près 8 cas sur 10 dans ce cas-là, les gens ont les jambes qui bougent toutes seules. Quand ils sont allongés et quand ils sont endormis? Alors, quand ils sont allongés, ils ont vraiment la nécessité de les bouger, c'est insupportable. Parfois, ils les mettent sous l'eau froide, etc. Et quand ils sont endormis, elles bougent de façon périodique, toutes les 45-90 secondes. On va voir comment ça se présente et comment ça se traite également. Oui, Philippe. Bonjour, Philippe. Bonjour. Comment vous êtes rendu compte de ce trouble chez vous? C'est arrivé un jour comme ça, un soir, en me couchant. J'ai les jambes qui se sont mis à trembler. Les muscles des jambes tremblaient. Après, vous êtes rendormi? Au moment de m'allonger, tout simplement. Voilà. Et rien à faire? Rien à faire, c'est de me lever, tout simplement. Et pendant la journée, vous tenez bien sur vos deux jambes? Impeccable, pas de problème. Dès que je m'allonge, assis, les jambes tremblent. Qu'est-ce que vous faites alors quand ça se déclenche? Je me lève. Je me lève, je me recouche. Dès que ça recommence, je me relève, je me recouche. Et quand je m'endors vraiment, comme disait le docteur Lévy, là, j'ai ma jambe qui bouge toute seule et là, je tape ma femme. Ça, c'est embêtant. Voilà. Comment vous le vivez, madame? Difficilement, forcément. Quand vous êtes bien endormi, que vous êtes réveillé parce que vous avez pris un coup, c'est vrai que après c'est très difficile de se rendormir. Mais bon, c'est pas le plus dur pour moi, c'est surtout pour lui, quoi. Ça vous gâche votre sommeil? Ah oui, totalement. Hein. Des fois, je dors pas du tout. 0 heure la nuit. 0 heure. Je fais des nuits blanches. Je me lève. Vous allez travailler le lendemain? Je vais travailler le lendemain. C'est difficile. Vous dites que votre vie de couple en prend un coup, quoi? Oui, parce que forcément, quand il n'a pas dormi pendant 2, 3, 4 nuits d'affilée, ça arrive. Vous ne pouvez pas non plus lui demander l'impossible. Si vous avez prévu quelque chose, je dirais, c'est... Une soirée ou... Une soirée, des sorties avec les enfants, etc. Il y a des fois, on est obligé de remettre parce que c'est pas possible, il ne peut pas avancer. C'est trop dangereux. C'est dangereux, il est dangereux pour lui, il peut être éventuellement dangereux pour les autres. On sait quelles sont les sources de ce trouble? Alors en fait, il y a plusieurs solutions. Là, a priori, il s'agit plutôt d'une forme familiale, donc il n'y aura pas vraiment de cause retrouvée.
Il y a quand même des choses importantes à chercher, en particulier, c'est pour ça que c'est plus fréquent chez la femme, notamment les femmes qui ont eu des enfants, on cherche un déficit en fer en fait. Et quand il y a, alors je ne vais pas expliquer dans le détail, mais en gros les neurones qui contrôlent le mouvement sont des neurones qui utilisent de la dopamine. Et ça nécessite du fer en fait pour que la dopamine soit transportée au niveau de ces neurones. Et donc quand on a un déficit en fer, par exemple parce qu'on a eu plusieurs accouchements, qu'on a perdu beaucoup de sang, eh bien on peut avoir cette maladie. Donc c'est très important. Ça existe le fer sous forme d'ampoule, Oui, on peut absolument faire. C'est ce qu'on fait d'ailleurs. J'ai essayé, mais ça ne marche pas. C'est pas obligatoirement cette cause-là. Et en fait, maintenant, dans les formes la plupart du temps, on utilise ce qu'on appelle justement des agonistes de la dopamine, ce qui sont des médicaments que prend ce monsieur. Et en général, ça marche pas trop mal. Vous avez l'impression que ça vous fait du bien? Ça me soulage. Ça me soulage quand même. Et depuis 3 mois, j'ai un nouveau traitement qui est sorti en France. Et là, je commence à ne plus avoir d'impatience. Donc je ne tape plus ma femme le soir. Donc les impatiences? Ce sont la jambe qui part toute seule quand on dort. Là, quand je dors, toutes les 7 secondes, 7 à 10 secondes, la jambe s'en va. Et comment vous faites, Laurence? Vous avez mis un mur entre vous deux ou... Un grand lit. Vous avez un grand lit? Un grand lit, mais des fois... Oui, c'est un grand monsieur, donc... Il prend de la place. Non, même réveil. Ouais. Pas le choix. Ouais. Le trouble du sommeil le plus connu encore, c'est l'insomnie. Alors l'insomnie peut être liée à un trouble comme celui-ci, et puis parfois pour des raisons qu'on a du mal à connaître. Un adulte sur 4, en tout cas, s'en plaint. C'est votre cas, Marc. Depuis l'âge de 20 ans, vous dormez en moyenne 4 heures par nuit. Alors quand on est jeune, on se dit « Ouh là là, qu'est-ce qui m'arrive ?» Et puis quand on prend de l'âge, peut-être avec plus de philosophie, on se dit « C'est une chance que les autres n'ont pas, de pouvoir plus profiter de la vie. » Alors vous êtes un petit peu entre les deux. Ça ne vous pose pas de problème majeur, si ce n'est peut-être que votre vie de couple en pâtit légèrement. Regarde ce reportage. Dû à mes problèmes de sommeil, j'ai choisi de vivre séparé d'Isabelle. Moi, je suis pour les bons moments dans le couple et donc le quotidien pose beaucoup de problèmes avec moi. Donc j'ai choisi de vivre de cette façon, séparé et tout va bien parce que ça fait quand même maintenant 8 ans qu'on est ensemble, quoi. Marc est insomniaque depuis 25 ans. À cause de ses problèmes de sommeil, il ne peut plus vivre en couple. Il ne voit Isabelle, sa compagne, que le week-end. Ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas déjà le même sommeil entre lui et moi. Donc moi, je dors pas énormément non plus. Donc si en plus on se réveille, ça fait qu'on dort vraiment pas beaucoup, quoi. Donc moi, je suis de bonne humeur quand on me réveille. Lui, il est pas de bonne humeur. Non, rajoute pas quand même. Bah si, quand même. C'est-à-dire que non, moi j'ai besoin de 4 heures de sommeil par nuit. Mais il faut que j'ai quand même mes 4 heures, quoi. Donc si je suis coupé dans ces 4 heures, c'est vrai que là, je commence à être décalé et c'est pas terrible, quoi. Marc a déjà été marié, mais a dû divorcer au bout de 2 ans. Sa séparation est due en partie à ses troubles du sommeil. En me mariant, je me suis rendu compte, en vivant au quotidien avec quelqu'un, que ce quotidien était impossible avec mes problèmes, avec mes nuits trop courtes, quoi. Je pense que c'est cuit, je vais regarder. Il est presque 23 h quand Marc et Isabelle montent se coucher. Marc se met en condition pour s'endormir le plus vite possible, car il sait que désormais ses heures de sommeil sont comptées. En fait, il n'aime pas la lumière de la télé, donc il met un masque. Et il n'aime pas le son, donc il met des boules caisses. Lui, il s'endort vachement plus tôt, puis moi beaucoup plus tard, mais il peut peut-être dormir qu'1 heure. Moins de 4 heures plus tard, Marc se réveille, mais au bout de 25 ans d'insomnie, il a appris à occuper ses nuits. Je fais pas de bruit, vraiment je m'installe. Et là, vous voyez, je commence à lire ma biographie de Mozart et ça va durer, je sais pas, à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Après, je vais passer peut-être sur l'ordinateur à travailler un peu. Et ensuite, je vais relire un policier un peu plus léger. Et ça va durer, grosso modo, entre 2, 3 et 4 heures, quoi. Après avoir lu pendant 2 heures, c'est donc devant son ordinateur que Marc poursuit sa nuit. Vers 5 heures du matin, Marc est enfin gagné par le sommeil. Mais pour ne pas réveiller Isabelle, c'est dans la chambre d'amis qu'il va tenter de se rendormir. Si je rentre dans la chambre et je me couche à côté d'elle, je la réveille, ça c'est clair. Donc je me mets ici et donc j'évite de la réveiller en restant dans cette pièce, quoi. Lutter contre l'insomnie, ça veut pas dire embêter l'autre, quoi. Moi je vais avec mon insomnie, mais je
je laisse ma compagne dormir, quoi. C'est pas parce que je dors pas qu'il faut pas qu'elle dorme. C'est dommage de ne pas pouvoir tout partager, quoi. Y compris les nuits. Faire chambre à part quand on l'a pas choisi, c'est contraignant? Oh, pas du tout, non. Pas pour vous, en tout cas? Non, mais je pense que la vie commune tue l'amour, donc je n'ai que les bons moments, quoi. Et vous ne partagez pas votre vie à 100% avec cette femme, en fait? Non, pas du tout, non. Enfin, on est tous les jours au téléphone, on se parle tous les jours, mais on se voit le week-end, par des petites périodes. Alors ça, c'est une philosophie, c'est une façon de voir l'amour. Tout à fait, oui. Mais par rapport à vos insomnies, dans le passé, vous avez été marié, ça a été un problème? Ça a été une des causes du problème, c'est pas le seul. J'ai pas tout faux quand même. Mais c'est une des causes des problèmes, oui, c'est vrai, parce qu'il y a pour certaines personnes, faire chambre à part, ça fonctionne pas dans leur tête comme ça. Oui, ça veut dire des amours. Voilà, c'est ça, alors que c'est pas du tout ça, quoi. Qu'est-ce qu'elle vous disait, votre épouse, à cette époque-là? Ah bah, tu vas dans l'autre chambre, tu m'aimes plus, quoi. Alors que c'était, parce que je me lève. À mon avis, il y a trois problèmes quand on dort pas beaucoup. C'est quand on est fatigué le lendemain. Moi, je ne suis pas fatigué le lendemain, j'ai besoin que de 4 heures de sommeil, où on est dans l'inconfort de notre insomnie, en ce sens où, quand on se lève, je sais pas, on a les cousins qui dorment dans le couloir ou les cousines dans le canapé, donc là... on n'a pas de place pour pouvoir s'installer. Donc c'est difficile. Ou celui qui n'a pas d'occupation, moi je lis, d'autres, je sais pas, font la Tour Eiffel en bâton d'allumette. Et voilà, mais à partir du moment où on a une occupation, on a de la place, etc., il y a... Non, ça peut poser un problème à votre compagne. Voilà, c'est ça, oui. Tout à fait. Et donc ce système de vie séparée convient pour vous, en tout cas. Attention. Vous envisagez de faire chambre à part un jour? Non. Ça vous déplairait? Pour l'instant, on n'y a pas pensé puisqu'on fonctionne comme ça. C'est pas vrai tout le temps. Hein. De dormir seul, parfois, c'est agréable. Oui. Mais bon... Non, on n'y a pas pensé à faire chambre à part, du tout. Et vous, c'est pas possible? Non. Vous avez une mission de surveillance, si j'ose dire. Non, c'est inconcevable. Quelqu'un nous a dit en préparant cette émission qu'on lui avait donné les mêmes médicaments qu'aux soldats américains pendant la guerre du Golfe. Qui nous a dit ça? C'est vous? C'est des médicaments pour ne pas dormir, ce sont des amphétamines assez puissants. Disons que moi, quand je l'ai pris, on m'a dit vous avez de la chance d'être né maintenant et de pouvoir avoir un traitement qui vous permet de vivre avec. Parce qu'auparavant, apparemment, c'est des gens qu'on prenait comme étant un peu fous, on ne trouvait pas de solution et donc ils se renfermaient sur eux-mêmes. Ou des soldats qui avaient besoin de les garder éveillés. Et là, voilà, moi, ça m'aide bien. Ça vous speed pas trop? Non. J'adapte mes doses en fonction des journées et non, j'ai appris à vivre avec surtout. Récemment, vous avez arrêté ce traitement? Oui, je viens d'être sevrée puisque je souhaite avoir un enfant. Donc pour envisager une grossesse sans risque, j'ai décidé de ne pas charger avec mon docteur d'arrêter les traitements complètement. Donc ça veut dire sevrage, ça veut dire changement d'humeur, ça veut dire quotidien, le travail pas possible. Dans quel état d'esprit général, vous diriez? Dans quelle humeur? Plutôt, je suis quelqu'un d'assez normalement dynamique, donc j'ai tendance à être un peu à crier facilement, à m'emporter, à appeler 10 fois par jour mon conjoint au travail. Pour lui demander quoi? Parce que ça me remonte le moral, j'ai besoin qu'il me dise non, c'est pas grave, occupe-toi. Il est patient? Il est très patient. Il est très patient, mais bon, faut que je fasse attention quand même. Hein. Mais bon, c'est une période, c'est pour la bonne cause, donc on arrête tout ça et puis on verra ça plus tard. On reprendra. Oui, Carole, vous avez des problèmes d'insomnie, vous aussi? Oui. Vous avez un compagnon? Oui, je suis mariée, oui. J'ai 3 enfants et je me retrouve dans... Je suis insomniaque et en plus j'ai la maladie des jambes qui tremblent, j'ai beaucoup de dés'impatience, donc j'ai un traitement pour ça aussi. Donc, mes insomnies au quotidien, moi je les vis très mal, très mal, puisque avec mon mari, déjà, on fait chambre à part. Avant... C'est pénible? Oui, très pénible, parce que c'est une solitude au quotidien. Vous avez l'impression de ne pas partager quelque chose que vous devriez partager? Ah bah oui, parce que ça fait quand même 18 ans qu'on est mariés. Et ça fait maintenant, on va dire, 4 ans qu'on ne dort plus ensemble. J'ai l'impression qu'on est ensemble, mais un peu comme... sauf que nous, on vit ensemble, on est toujours mariés, mais comme si on était des amis, en fait. J'ai l'impression qu'on est... Ça nuit à votre intimité, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Vous avez besoin d'un certain climat, d'une certaine atmosphère pour pouvoir vous endormir? Des fois, ça m'arrive de m'endormir... Par exemple, après le repas, le midi,
Là, je vais vraiment m'endormir, mais profondément, très profondément, et je suis comme dans un espèce de sommeil un peu comme, je sais plus comment ça s'appelle. Laetitia. Comme Laetitia, un peu insomniaque, c'est-à-dire que je bouge pas, mais j'ai la sensation d'être dans un tellement profond, d'entendre des voix, des gens qui sont chez moi, et je me dis, par exemple, je sais que c'est l'heure qu'il faut que j'aille chercher mes enfants à l'école, mais j'arrive pas à me lever, quoi. Enfin, c'est le subconscient, je sais pas, qui travaille, qui joue son rôle, où on a l'impression qu'il y a un tas de choses qui se passent, qu'on dort pas, ou qu'on nous appelle, ou qu'il y a la télé. Et là, vous prenez des médicaments pour essayer de vous apaiser à l'heure du déjeuner, pour faire une bonne sieste? Ah non, pas dans là, la journée. Vous dormez sans médicaments? Non, ah bah non. Si je peux juste un commentaire, en fait, une chose qui est très importante, c'est la façon dont on peut vivre l'insomnie. Finalement, ce que vous décrivez, c'est une insomnie très, très bien vécue et qui n'a pas tellement de conséquences. C'est presque pas une insomnie, en fait. C'est presque une durée courte de sommeil, alors que cette dame, au contraire, est très souffrante de ça. Ouais, non, mais Carole, j'avais envie de vous poser la question. Est-ce que vous ne pouvez pas vous en accommoder de cette insomnie, d'essayer de faire quelque chose quand vous n'arrivez pas à dormir, plutôt que d'attendre le sommeil? J'essaye, mais bon, je peux faire des choses à la maison, ça m'arrive, je vais faire du repassage, pendant que tout le monde dort, moi je vais m'avancer dans la journée. Et comment vous le vivez, ça? C'est bizarre, quoi. Bah oui, parce que j'ai l'impression de vivre à l'envers des autres. En fait, tous les gens sont en activité la journée, et moi, dans la journée, je vais avoir envie de dormir. Vous faites des siestes, Marc? Très rarement, mais si j'en fais une, elle est très courte et très profonde, de 10 minutes, 10-15 minutes. À quelles conditions la sieste est réparatrice? Ça, c'est très codifié, en fait. La sieste, effectivement, entre 10 et 45 minutes, ça va bien, parce qu'en fait, on est dans une durée courte, on ne fait pas trop de sommeil en profond. En dessous de ça, ça ne sert pas à grand-chose, et en dessus de ça, on a vraiment peut-être une inertie du sommeil qui va nous rendre pas très très bien. On ne doit pas dépasser 3 quarts d'heure. Voilà. Alors Maëlys, vous faites des crises de cataplexie, en plus de la narcolepsie. Est-ce que vous nous expliquez ce que c'est? Il s'agit en fait de chute musculaire. C'est-à-dire que lorsque vous avez une émotion, notamment moi le rire, vous tombez. Vous tombez net. Et vous tombez dans la rue comme ça? Vous tombez chez vous? Chez moi, disons que ça m'arrive. Par exemple, on a une soirée, on fait un jeu tous ensemble. Si je rigole trop fort, je tombe. Choc émotionnel, boum. Voilà, donc généralement, si je suis assise, je me cogne la tête. Si je suis debout, je tombe. Je tombe. De toute votre hauteur? Voilà. Vous êtes fait mal déjà? Je me suis déjà fait mal dans l'escalier, oui. Ça m'est arrivé. J'ai failli me noyer aussi. Oh là là. Me planter une fourchette en faisant un barbecue. Des choses un peu... Vous êtes arrivé à la piscine ou à la mer? À la piscine, oui. Mais j'ai la chance d'avoir mon conjoint qui me suit, je dirais, au pas dans ces moments-là. Vive les conjoints? Oui, vive les conjoints, oui. Et donc, c'est vrai que lui, maintenant, il a appris à... Il le voit. C'est-à-dire qu'il voit dans mon visage, il voit quand je vais avoir une crise. Donc, quand il est là, c'est pratique. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois, hop. Et vous ne la sentez pas arriver? Si, maintenant, avec le temps, je le sens arriver. Si, je commence à le sentir. Mais le problème, c'est que c'est quelques secondes où vraiment je me concentre et où je tiens sur mes jambes. Mais il y a un moment où soit on me rattrape, soit je tombe. Quelles sont les questions que vous vous êtes posées avec votre conjoint concernant cet enfant? Déjà, c'était une évidence, c'est que de toute façon, narcolepsie ou pas, il fallait tout arrêter. Donc soit on surmonte les sauts d'humeur, le sevrage, et puis moi de ne pas travailler, ça me pèse beaucoup. Soit, Enfin, nous, le choix il était clair. Il m'a dit, de toute façon, on ne prendra aucun risque et on veut cet enfant, donc on fait le nécessaire. Mais c'est vrai qu'il y a des jours où j'ai envie de tout arrêter, de reprendre le boulot, de vivre comme tout le monde. De vivre comme tout le monde. Au boulot, qu'est-ce qui devenait pas supportable? C'était que j'allais me cacher dans ma voiture pour dormir, déjà. Ouais. Selon l'entreprise où j'étais, si vous êtes vraiment autonome, il n'y a pas de problème, vous absentez discrètement, 10 minutes, des fois c'est réparateur, ça peut arriver. Mais le midi, par exemple en hiver, quand vous allez dormir dans votre voiture, il fait froid. Il fait froid, et puis le réveil ne me réveille pas forcément. Il y a le côté honteux de cette maladie qui est insupportable parce que c'est pas vous qui contrôlez. Voilà, je me suis retrouvée aussi où je parlais avec des gens et j'étais plus consciente de ce que je disais. C'est-à-dire que je lutte tellement, je peux parler, je sais plus ce que j'ai dit à la personne. Donc c'est assez gênant. Les réunions, c'était assez rigolo aussi. Vous intéressez pas, mademoiselle, ça vous intéresse pas le sujet. Donc allez vous justifier après. Expliquez ce que vous avez, vous le faites? Je l'ai fait au départ, et puis le problème c'est qu'au niveau de la médecine du travail, on m'a mis des barrières, et j'en suis arrivée à cacher les choses, à ne plus le dire.
Et c'est compatible avec la vie de maman, d'après ce que vous disent les médecins? Oui, tout à fait. Tout à fait, puisqu'il y a quand même aujourd'hui des traitements, je pense, qui ont bien évolué. Donc là, je n'ai pas forcément eu les bons traitements jusqu'à présent. Donc là, vous arrêtez des traitements pour en reprendre d'autres une fois que le bébé sera arrivé? Exactement, c'est-à-dire pour tout de suite me remettre au travail. Oui, pas prendre le risque que le bébé vous voilà, échappe dans la baignoire. Voilà, mais ça, il en est hors de question, parce que c'est vrai que moi, je ne connais pas encore vraiment les réelles causes de la narcolepsie. Hein. Je pense qu'il y a une part génétique, mais après, je ne sais pas ce qu'il en est. Et non, ça... Voilà, mais le problème, c'est j'ai peur d'éventuelles chutes. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'inquiète. Une personne sur 10 souffre d'insomnie, pour parler du trouble du sommeil le plus fréquent. On a parlé beaucoup de médicaments. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une vraie solution quand on commence à les prendre, parce qu'on trouve le sommeil, mais qu'après c'est difficile d'en sortir. Là, on parle vraiment que des somnifères. Hein. Alors effectivement, sur les somnifères, aujourd'hui, la philosophie, c'est de dire, bon, ok, on a besoin de somnifères à un certain moment, et puis on doit d'emblée se poser la question de comment on va arrêter. Et comment on va Dès qu'on commence à en prendre. Voilà. Ça peut être la prise en charge de l'anxiété, ça peut être une psychothérapie, ça peut être des thérapies comportementales. Le gros problème quand même qu'on a en France, c'est qu'il y a très peu de gens pour faire ça. Donc on dit aux insomniaques, il faut surtout vous arrêter, on n'a pas trop les moyens. On espère que... Faire le suivi. Voilà, c'est ça, pour faire le suivi, mais pour faire la thérapeutique. Hein. Si vous estimez qu'il y a, je ne sais pas, à peu près mettons au moins 10 millions de gens qui sont concernés, ce qui est énorme, bon, il faut quand même avoir des thérapeutes pour faire ça. Donc c'est quand même ce qu'on espère dans l'avenir, c'est qu'il y aura plus de moyens. Oui, parce que ça pose des problèmes dans sa vie professionnelle, on l'a entendu, dans sa vie de couple beaucoup aussi. Bien sûr. Bien sûr. Donc c'est sûr qu'il y a des grosses répercussions. Enfin, tout ce qui a été dit aujourd'hui, finalement, on se rend compte que ça perturbe la vie relationnelle, que ça pose des problèmes au travail. Enfin, par exemple, la question de la somnolence au travail, on dit qu'on est prêt à accepter les gens dans leurs différences, mais en fait, on ne le fait pas. Il n'y a aujourd'hui aucun médecin du travail qui va obtenir des employeurs, qu'il y ait véritablement des aménagements qui soient réalisés. Alors, bon, je crois que c'est ça qu'il faut qu'on prenne en compte. Et puis, après, les gens sont décidés à se traiter. Enfin, je veux dire, c'est insupportable. Donc, ils sont vraiment décidés à se traiter. Il faut juste que la société l'accepte. Donc, il faut que chacun soit vigilant. Un jour, on va sans doute trouver des médicaments. Il y en a d'ailleurs. Des médicaments qui sont plus légers que ceux qu'on a connus dans le passé. Il vaut mieux commencer par ça plutôt que commencer par du lourd. Hein. Puis après, on verra bien comment ça se passe. Merci à tous nos invités pour leur témoignage. Ils en apprennent beaucoup sur nous. À la prochaine fois.